Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récapitulative de mon challenge 24 heures de lecture. Donc pendant ces 24 heures de lecture, j'ai lu énormément de livres. J'avais fait un récapitulatif final de 12 livres lus avec 13 parce que du coup 12 livres lus plus un que j'avais commencé à lire et que je n'ai pas terminé et que à l'heure actuelle je n'ai toujours pas terminé. Donc je vais m'atteler à cette tâche juste après cette vidéo. Et donc pour commencer cette vidéo, je vais déjà pousser mon chat parce que j'ai posé mes livres et mon chat s'est installé dessus. Et elle a vraiment pas l'air de vouloir me rendre mes livres. Donc je reviens. Hop, comme la Miss a bien voulu me donner mes romans, on va commencer par les romans. Donc j'ai lu ceci en roman. Donc on va commencer tout de suite par le livre que je n'ai pas terminé et qu'il faut absolument que je termine. Il s'agit de Loti, de Asiadé de Loti, suivi de Fantômes d'Orient aux éditions Folio Classique, édition de Claude Martin, obligatoire puisque c'est l'édition que les cours m'ont demandé. Et donc on est sur comment il s'appelle déjà, Loti, puisque c'est l'auteur qui raconte une biographie autobiographique, un peu fiction en même temps et épistolaire. Vraiment, je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Et donc, c'est Loti qui est en Turquie en 1876 et qui tombe fou amoureux de Asiadé. Et donc, de là, on va suivre ses aventures pour conquérir sa belle, pour réussir à ce qu'elle puisse venir chez lui parce que elle fait partie d'un harem qui donc elle appartient déjà à quelqu'un et donc lui il aimerait bien avoir Asiadé parce qu'il est fou amoureux d'elle et inversement, enfin réciproquement, Asiadé est fou amoureux, enfin folle amoureuse de lui aussi. Donc on est sur une petite histoire d'amour un petit peu très en vrai les très traditionnelle avec tout ce qui tourne autour du harem, avec tout ce qui tourne autour de la Turquie, de l'Empire ottoman et tout ça. Et c'est vraiment un univers que je ne connaissais pas. Au début, j'étais très intriguée. J'adorais ma lecture. Ça se lisait très vite. Les lettres qu'il envoie à sa sœur sont génialissimes. Sa sœur, je l'ai trouvée très émotive, très, très passionnée. Elle a une écriture très fluide que j'ai adoré lire. Et ses amis aussi. Plunkin Kim je ne sais plus comment il s'appelle. Les écrits avec son ami, j'ai adoré aussi. Sa vie au quotidien avec ses serviteurs, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré toute cette petite touche de la Turquie que moi je ne connaissais pas, de tout ça, à cette époque-là en 1876, et de ces petites touches de romance et d'amour qui venaient un petit peu comme ça. Vraiment, j'ai adoré les scènes, et il y a eu des moments où j'étais. Déjà, je ne sais pas ce qui est la différence entre sa réelle vie, sa vie réelle, et là où il pousse un petit peu la fiction. Donc, étant donné que je ne connais pas très bien cet auteur et que j'attends de lire le livre pour m'atteler à mon cours, je ne sais pas encore là où se limite le vrai du faux dans cette œuvre. Et donc, il y a des points où j'étais, mais non, mais enfin, après, c'est l'époque qui veut ça. Mais par exemple, il y a une scène qui a fait que je me suis arrêtée. Voilà, j'ai mis mon marque-page dedans. C'est un booster Lorcana d'ailleurs, mon marque-page. Je me suis arrêtée à ce moment-là parce que vraiment j'étais, mais oh, j'ai pas envie de continuer ma lecture s'il fait ça en fait. On est dans une scène où il dit à Asiadé, il a réussi à avoir Asiadé, il l'a conquise, elle est conquise, ils s'aiment, ils vivent ensemble, ils ont une vie trop bien ensemble. Et là, il rencontre une femme et il dit à Asiadé, s'il te plaît, tu peux partir 24 heures pour que je puisse conquérir le cœur de cette autre femme. J'étais, mais attends, comment tu peux dire ça à une personne que tu aimes? Sors de chez nous pendant 24 heures pour que je puisse avoir une autre femme pendant 24 heures. Asiadé, elle est triste, elle est en dépression, elle est détruite. Elle s'écroule même face à ses paroles et elle lui dit, mais ça va pas, non? Et lui, il fait, mais si, tu vas. Et elle finit par obéir. Et moi, j'étais, mais non, non, non. Mais après, c'est l'époque qui veut ça. Donc, je vais continuer il me reste pas beaucoup de pages en plus. Je vais continuer ma lecture de ce livre. Et j'espère que le prof, il aura une bonne explication pour ce que j'ai lu. Vraiment. Parce que j'ai pas trop aimé ces petites touches-là.
Ensuite, pour le même cours d'ailleurs, pour de Asiade, j'ai lu Chateaubriand, donc Atala René aux éditions Jean-Claude Bercher, et donc c'est le livre de poche classique. Et là, on est sur une histoire d'amour. Alors, je me rappelle plus le nom des personnages. C'est bien ça. Oui, il y a Atala, ça c'est sûr, mais je ne sais plus, je ne sais plus. Il n'y a pas des noms à résumer. Non, bon, bref, c'est pas grave. On est sur une histoire d'amour où je crois que c'est Atala qui s'appelle, ou c'est la femme, j'ai un trou de mémoire. En même temps, j'ai lu beaucoup trop de livres en 24 heures, je suis perdue. Donc, c'est le personnage, il est fait prisonnier et il y a la fille du chef qui va le libérer et va s'en suivre une histoire d'amour impossible. J'ai trouvé ça vraiment mignon, trop touchant, un peu à la vibe Roméo et Juliette. Vraiment, il y a des réflexions sur la religion et tout ça, mais c'est une histoire vraiment, si vous aimez, si vous avez envie de découvrir un classique ou découvrir Chateaubriand avec un petit livre, tout petit, parce que vraiment il fait pas beaucoup de pages, et vous aimez Roméo et Juliette de William Shakespeare, je vous le conseille parce que je veux pas vous spoiler, mais il y a vraiment des petites scènes, des petites vibes comme ça qui me fait, mais c'est Roméo et Juliette, c'est pas possible. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une histoire d'amour interdite qui plein d'aventures, plein de choses. Ça a frôlé le coup de cœur pour un classique qui a frôlé le coup de cœur, c'est incroyable, vraiment. Je n'avais jamais lu de Chateaubriand et vraiment j'ai adoré découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai lu, bon, j'allais dire une petite bricasse, mais non, c'est pas vraiment une bricasse puisqu'il fait 400 pages. Oh, il a été mouillé. 400 pages, mais voilà. Alors, il s'agit de Louise Labbé, les œuvres de Louise Labbé aux éditions de Michel Clément et Michel Jourde aux éditions GF Flammarion. Et donc, on est sur le débat entre folie et amour. Donc, il s'agit de Cupidon qui va dépasser. En fait, ils vont se rendre à une soirée et Cupidon va passer devant Folie. Et en fait, ça s'est passé comme ça, il l'a pas vraiment fait exprès, c'était pas intentionné, il y avait aucun mal en fait, il voulait pas manquer de respect à Folie. Et sauf que elle va vraiment se dire waouh, il me passe devant comme si j'étais moins que rien, comme si je valais rien. Et donc va s'en suivre une petite dispute entre eux, mais oui, mais enfin, j'ai pas fait exprès, je voulais avancer. Et elle lui dit oui, mais moi je voulais être la première à rentrer, enfin bref, voilà. Et donc pour punir Cupidon, Folie, elle va le rendre aveugle, elle va lui crever les yeux et lui mettre un bandeau sur les yeux euh, et qui est impossible à enlever. Et donc Cupidon qui est celui qui est censé rendre les gens amoureux, qui est censé donner du bonheur, de la bonté dans le monde. Maintenant qu'il est aveugle, eh ben, il se dit mince, je ne peux plus faire mon travail correctement. Et donc va s'en suivre un débat avec tous les autres personnages. Alors je me rappelle plus de tous les personnages. Je sais qu'il y avait Jupiter, Vénus, Folie, Amour, ça c'est sûr. Mais ah oui, il y avait Vénus, Apollon, Jupiter et Mercure en personnage. Et donc les dieux et déesses vont avoir un débat pour défendre soit Amour, soit Folie. Et donc chacun va donner des arguments qui vont expliquer de non mais Folie, elle s'est juste défendue de l'agression qu'a fait Cupidon. Et Cupidon, ceux qui vont défendre Cupidon, ils vont dire non mais Folie, elle a quand même blessé pour toujours Cupidon pour une chose qui a été minime. Et à l'intérieur de ce propre débat, on a aussi l'histoire de est-ce qu'on peut vivre l'amour sans folie et est-ce qu'on peut être fou sans amour. Est-ce que folie et amour ne seraient pas juste complémentaires ou est-ce que leur querelle n'est pas juste vaine parce qu'ils ont besoin de l'un de l'autre quoi qu'il arrive. Vraiment, j'ai trouvé le débat incroyable. Louise Labbé, c'est une déesse. Vraiment, c'était une déesse cette autrice. Et d'ailleurs, pendant le cours, il y a des choses incroyables sur elle que le prof il nous explique. Vraiment, je la trouve vraiment très intéressante. Donc, je vous conseille d'aller vous informer sur cette autrice ou du 15e, oui, de 1555, donc du 14e, de 1555 qui est vraiment incroyable. Donc, il y a vraiment un débat philosophique
sur est-ce qu'on peut vivre l'amour sans folie et est-ce qu'on peut être fou sans amour. Et vraiment, c'est du bonbon en fait. Je soupirais tout à l'heure en vous le montrant parce que c'est vrai que ça fait un peu pavasse. Hein. Et le débat, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré. Je vais vous montrer pour un peu. Voilà, j'ai adoré tout ça du livre. Ça, c'est les débats entre amour et folie. Ensuite, nous arrivons sur les poèmes, les sonnets et tout ça. Et là, j'étais moins réceptive. Il y a des poèmes que j'ai trouvé très très beaux et d'autres où je me suis un petit peu ennuyée. Donc voilà, mais vraiment le débat entre folie et amour, je vous conseille de le lire parce que c'était exceptionnel. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu pour mon cours de littérature comparée 8 femmes de Robert Thomas aux éditions Étonnant Classique Collège Lycée. Oui, c'est Étonnant Classique. Ah non, c'est Flammarion, pardon. Et donc, il s'agit d'une pièce de théâtre qui en met en scène 8 femmes de la même famille, donc mère, grand-mère et fille, belle-fille aussi, qui... oui, belle-fille. Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur et tante qui sont dans leur maison et elles découvrent le matin que le père a été assassiné. Et là, elles vont être en mode puisqu'on est 8, que les portes sont fermées, que les chiens n'ont pas aboyé, qui a tué le père? Donc elles vont être toutes suspicieuses, elles vont tous essayer de se défendre, essayer d'accuser les autres. Il y aura des mensonges, des non-dits qui font que quand elles ont un indice sur qui a assassiné le père, eh ben, les autres vont dire oui mais non, c'est pas possible puisqu'elle a menti. Par exemple, il y a la tante qui va dire non, je suis restée au lit toute la nuit. Et t'as la mère qui va la regarder et qui va faire ben non, je t'ai entendu te lever toute la nuit. Et là tout le monde va faire. Du coup, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux dans ce qu'elle vient de raconter sur sa défense, son alibi et tout ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. L'explication, la chute de la pièce de théâtre est génialissime. Vraiment, je vous conseille. Il y a le film avec Fanny Ardant et Catherine Deneuve qui a été produit un bout de temps déjà. J'ai adoré le film, mais j'ai encore plus adoré la pièce de théâtre parce que dans le film, alors Fanny Ardant et Catherine Deneuve, je suis d'accord qu'elles sont magnifiques. Mais pourquoi nous mettre une scène de tension sexuelle alors qu'elle n'a pas dans le livre? Je n'ai pas compris. Il y a plein de choses comme ça d'allusions sexuelles dans le film qui ne sont pas dans le livre. Et je n'ai pas compris pourquoi elles avaient été rajoutées dans le film. Les actrices sont fabuleuses, sont magnifiques, elles se suffisent à elles-mêmes, il n'y a pas besoin de mettre des tensions sexuelles. Je n'avais pas compris. Enfin bref, voilà. C'est le film préféré de Victorine d'ailleurs, si vous vous posez la question. Mais vraiment, la pièce de théâtre est pépite. Ensuite, j'ai l'impression qu'il me manque des livres. Alors, ensuite, j'ai lu Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet de Bernard-Marie Coltès aux éditions Les Éditions de Minuit. Et donc, c'est une réécriture un peu plus moderne, mais pas trop moderne non plus, de la fin de la pièce de théâtre de Hamlet. Donc, le moment où tous les personnages sont en train de mourir, tout simplement. Enfin, c'est un spoil, mais en même temps, c'est pas un spoil. Vous savez que dans Hamlet, à la fin, les personnages meurent. Enfin, avec Shakespeare, quoi qu'il arrive, les personnages y meurent. Donc là, on est sur la réécriture des meurtres des personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai adoré le lire, ça se lit très très vite. Vraiment, les pages, elles sont... il y a plus de pages blanches que de pages écrites. Mais vraiment, j'ai adoré parce que ça m'a permis de redécouvrir la scène finale de Hamlet dans un autre point de vue et de comprendre plus facilement avec un langage beaucoup plus moderne qui m'a permis de plus m'intégrer dans l'histoire, de comprendre plus les termes, les complots, les débats qu'il y a là-dedans. Et vraiment, je vous conseille cette lecture aussi. Mais en fait, je vous conseille tout là depuis tout à l'heure. Mais je vous conseille cette lecture uniquement si vous avez déjà lu Hamlet de William Shakespeare et que vous voulez approfondir la scène finale. Parce que vraiment, ça se lit très très vite. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir découvert ce livre parce que ça a été un petit coup de cœur après. Enfin, Hamlet avait déjà été un coup de cœur, mais il y avait eu un petit truc qui m'avait manqué, qui avait fait que je m'étais dit, mais William Shakespeare, tu fais du copier-coller sur toutes tes pièces de théâtre, c'est pas possible. Tout se termine pratiquement de la même façon.
le poison, il faut arrêter de le renouveler. Et là, j'ai trouvé que la fin était vraiment très bien réécrite. Donc voilà. Mais qui suis-je pour critiquer William Shakespeare? Ensuite, j'ai lu Chérie de Colette avec les dossiers Un amour transgressif aux éditions Le livre de poche, les classiques pédagogues. Je l'ai lu en audio et en même temps je le lisais parce que au bout de 24 heures j'étais pas bien, j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai commencé à m'aider avec des livres audio. Et donc là on est avec Léa de Lonval et je crois qu'elle s'appelle Léonie de Vallon, si je me trompe pas. Parce que c'est à l'inverse un peu ses lettres. Donc elle se fait appeler Léa de Lonval, mais en fait elle s'appelle Léonie de Vallon. Si je me souviens bien, vraiment si je dis pas de bêtises. Vraiment si je dis pas de bêtises. Bref, et donc on est sur l'histoire d'amour, l'histoire d'amant entre Chéri et Léa qui ont 24 ans de différence. Donc Chéri a 24 ans de moins que Léa. Donc Léa, c'est une femme aboutie, c'est une femme qui a déjà vécu, c'est une femme qui a déjà été mariée. Et on est sur Chéri qui lui commence tout doucement sa vie. Il commence à vivre, il commence à apprendre les choses, il commence à apprendre la vie mondaine, il commence à apprendre le mariage parce que sa mère a décidé de le fiancer à une jeune fille qui s'appelle Edmé. Et donc cette jeune fille est amoureuse de Chéri, mais sauf que lui, Chéri, n'est pas amoureuse d'elle. Il est fou amoureux de Léa, donc la meilleure amie de sa mère. Donc pour vous expliquer un peu, c'est donc Léa qui est la meilleure amie de sa mère qui l'après-midi va dans le salon papoter avec madame, et alors que le matin elle s'est fait une petite matinée toute réconfortante, toute douce avec son fils. Voilà, alors au début j'ai eu du mal avec cette histoire parce que j'arrivais pas à comprendre là où on voulait aller. Et au final, alors c'est pas un coup de cœur, hein. Je vais mettre un 3 étoiles. Mais au final, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que il y avait beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'autrice, enfin c'est la narratrice qui avait une voix toute douce, une voix qui allait très bien avec le livre, avec le personnage de Léa. Mais je trouvais que Léa était réconfortante. Et j'ai trouvé qu'elle avait un style de vie que dans ces années-là, j'aurais bien aimé avoir. Voilà, uniquement dans ces années-là, pas maintenant, mais j'ai trouvé que le personnage était vraiment très attachant, très adorable, très doux, et que quand elle pensait à quelque chose, et que quand elle se rend compte de la douleur que ça fait d'aimer quelqu'un, j'étais là, mais oh ma pauvre, j'étais vraiment triste pour elle, je me sentais mal pour elle tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien représenté, tellement ces émotions en fait sont bien décrites, et vraiment j'ai trouvé que ce livre était très bien écrit. Voilà, j'ai aimé. Mes livres de cours cette année, ils sont incroyables. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très heureuse de mes livres de cours. Sauf là, L'amant de Marguerite Duras, aux éditions Les Éditions de Minuit. Je n'avais jamais lu de Marguerite Duras. J'avais lu de son mari, Robert Antelme, mais je n'avais jamais lu sa femme. Donc, c'est fait. Alors, déjà, j'ai commencé à le lire. Au début, j'étais oh, c'est trop bien, c'est vraiment bien écrit. J'aimais beaucoup la façon d'écrire au début, la façon comment elle se décrivait, comment elle décrivait le temps qui passe sur une femme. J'ai trouvé ça très beau. Au bout d'un moment, je me suis dit ouais, non, on va pas y arriver, on va mettre un livre audio. Donc j'ai écouté le livre audio. La narratrice racontait divinement bien. C'est même ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout parce que j'aimais tellement comment la personne racontait que du coup j'avais envie de lire le livre jusqu'au bout. Mais il y a des choses que j'ai été un peu perplexe. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'écrire une histoire sur son amant alors qu'en fait je voyais pas vraiment de fin, ni d'aboutissement, ni de réel intérêt à cette histoire. Mais maintenant que j'ai lu mon cours, je me suis rendu compte que effectivement il y avait littéralement un réel intérêt à écrire ça parce que c'est en fait le début de l'autobiographie, le début de ses réflexions sur sa propre vie, le début du fait d'écrire sur soi, qu'une femme écrit sur soi. Et donc là j'ai trouvé que oui, il y avait un petit intérêt à le faire et que grâce à mon cours, j'ai trouvé que ce livre était intéressant.
Mais c'est grâce à mon cours. Donc si j'avais lu ce livre-là sans que les profs ne m'expliquent le pourquoi du comment il faut lire ce livre, je serais complètement passée à côté. Donc, alors ça dépend, hein. Peut-être que vous allez l'adorer sans avoir de contexte ni de trucs historiques et tout ça. Donc je vous le conseille, hein, parce que ça reste un classique et que Marguerite Duras écrit incroyablement bien. Par contre, le style d'écriture et tout ça, c'était très très bien, c'était très fluide. Le début, quand je l'ai lu sans livre audio, ça se lisait très très vite. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Mais c'était le fond qui me perturbait avec cette histoire d'amant que elle aimait pas vraiment, mais en même temps elle aimait bien, mais vraiment. En fait, j'avais l'impression que elle se sentait supérieure à lui. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Elle était en mode quand son amant rencontrait les gens de sa famille, eh ben, elle était ouais mais non en fait il est pas si bien que ça. J'étais mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Enfin, ton avis ne doit pas changer en fonction des personnes avec qui t'es. C'est bizarre. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui m'ont perturbée. Le contexte du livre est bien, le fond m'a perturbée. Voilà. Ensuite, c'est le dernier roman que j'ai... Non, c'est le dernier roman papier que j'ai lu. Il s'agit de la suite de l'histoire actrice-créatrice de Geneviève Fraisse aux éditions Seuil, La couleur des idées. Et donc là, on est sur un essai féministe sur toutes les femmes, enfin pas toutes les femmes, mais sur certaines femmes célèbres dans l'art, dans donc, les films, la photographie, les films, la photographie, la peinture, la littérature, la sculpture, enfin bref, tous les arts qui existent. Et donc on a les explications de comment on est arrivé de avant à aujourd'hui, de ce que les femmes ont dû faire pour que les choses changent et ce que les hommes surtout pensaient des femmes à cette époque-là. Donc on a des réflexions qui sont de Rousseau, de Kant sur les femmes, des hommes qui parlent des femmes, alors que les femmes habituellement, enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent des hommes en faisant oui, je suis certaine que les hommes ils pensent comme ça, je suis certaine que les hommes ne peuvent pas faire ça. Non. Après, il y a des paroles en l'air, comme certaines dans des discussions quand on refait le monde. Oui, un homme ne peut pas faire deux choses à la fois, ça oui. Mais là, on est dans des réflexions. Mais par exemple, je ne sais plus si c'est Rousseau ou Kant ou je ne sais ou Nietzsche peut-être, mais il y en a un qui dit une femme ne peut pas voir le sublime. C'est pour ça que les œuvres littéraires scientifiques ou un peu plus poussées, un peu plus approfondies, ne sont pas faites pour les femmes parce qu'elles ne peuvent pas réfléchir. Les femmes sont bonnes pour la romance et la cuisine. Voilà. Donc il y avait des réflexions comme ça que les hommes donnaient et du coup l'autrice avait des arguments et expliquait le contexte historique, ce que les femmes ont fait pour. Et par exemple, l'exemple le plus fou que j'ai eu, ce qu'elle a donné, c'est au début quand la photographie et le cinéma est né. C'était les femmes qui étaient les premières, ça a été les pionnières de cet art-là parce que les hommes étaient persuadés que pour l'instant, il n'y avait pas d'argent à se faire. Donc on pouvait laisser faire les femmes. Il n'y a pas d'argent à sortir, faites. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que la photographie et le cinéma prenaient beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et là, les hommes ont viré les femmes pour devenir les représentants du cinéma et de la photographie. Voilà. Alors, cet essai est génialissime. Vraiment très, très bien. Il y a par exemple des exemples qui m'ont vraiment profondément choquée. C'était sur le vol de la création de leurs femmes. Alors, si je me trompe pas, c'était Fitzgerald. Je crois que c'est ça, c'est Fitzgerald. Si je me trompe pas. Mais j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah, c'est Scott et Zelda Fitzgerald. Et donc, Zelda avait écrit une œuvre, enfin un roman dans sa table de nuit. Et elle avait mis plein de petites écritures dedans. Et donc, c'était un roman qu'elle voulait écrire, c'était son idée à elle. Et un jour, elle va dans la pièce de son mari et elle se rend compte que son mari est en train d'écrire le roman qu'elle-même était en train d'écrire.
Il était littéralement en train de lui voler ses idées. Et ça passait. Par exemple, il y avait des femmes qui écrivaient des romans et les romans étaient signés sous le nom de leur mari parce que leur mari était leur représentant. Et ça passait. C'est aberrant, des femmes, des autrices, des romancières incroyables et talentueuses ne pouvaient pas prouver au monde entier que c'était elles qui avaient écrit ce chef-d'œuvre. Voilà, moi ça me... Elles étaient obligées de publier anonymement ou alors sous le nom de plume de leur mari. Mais c'est pas possible. Et là, le fait que du coup, il volait les idées de sa femme, eh ben, j'ai pas trop envie de lire ses livres à lui. Mais par contre, sa femme, oui. Et donc aussi, il y avait d'autres choses que j'ai trouvé très intéressantes. C'est aussi, je sais pas si vous connaissez, le tableau de l'origine du monde. Alors attendez, je vais vous dire de qui c'est. De Gustave Courbet. Et du coup, il y a une femme qui a refait ce tableau avec l'origine de la guerre. Non pas un sexe féminin, c'est le sexe masculin qui est mis pour représenter l'origine de la guerre. J'ai trouvé ça très intéressant, vraiment très intéressant. Donc vraiment, si vous aimez les essais féministes, si vous voulez en connaître plus sur l'histoire et les batailles des femmes, je vous le conseille fortement. Ensuite, nous allons passer aux bandes dessinées. Enfin, c'est un petit roman bande dessinée. C'est un roman illustré jeunesse. J'ai lu Ténébria, le manoir d'Archer aux éditions Castor Roman de Fabrice Colline et Gérald Guerlain. Je l'ai lu en une soirée. C'était sur... alors, les enfants sont de différentes... donc, il y a un vampire, un fantôme, un squelette, un démon et un arbre qui parlent. Et donc, c'est l'histoire de 3 petits-enfants. 3, hein. Oui, 3 petits-enfants et un squelette qui vivent dans un manoir. Et donc, il y a toutes leurs petites péripéties. Il y a, par exemple, un oncle qui vient chez eux et ils sont pas sûrs que ce soit vraiment leur oncle parce qu'ils l'ont jamais vu. Et les parents, comme ils sont en voyage, ils n'ont pas d'adultes pour leur dire non, c'est pas votre oncle. Et comme eux, ils l'ont jamais vu, ils sont pas sûrs de savoir si c'est lui. Et il y a une autre histoire avec le fait qu'il ne faut pas mentir avec toutes les conséquences d'un mensonge. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est une petite lecture qui est parfaite pour les enfants. Ça se lit très très vite, c'est écrit très très gros et il y a des pages illustrées. Donc voilà, c'est très très court mais très très bien. Ensuite, j'ai lu Green Team de Plastic Attack de Karinka Domas aux éditions Kenes. Et donc c'est une bande dessinée qui regroupe toutes les choses qu'il faut faire pour sauver la planète, pour recycler, pour ne pas surconsommer, ne pas gaspiller. Et donc c'est fait avec humour et plein de petites blagounettes que j'ai vraiment trouvé très très drôles. Et surtout à la fin, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a des petites astuces pour recycler des choses. Voilà, j'ai vraiment trouvé cette bande dessinée très très intéressante pour des enfants qui veulent commencer à se mettre à l'écologie, à comprendre pourquoi il faut faire ça. C'est une bande dessinée vraiment géniale pour ça. Bon, je vais déranger le chat pour les 2 dernières BD qui me restent. Pardon mon cœur. Oh, elles sont toutes chaudes. Tu veux faire câlin? Non, elle se recouche. J'ai lu aussi également La vie compliquée de Léa Olivier, tome 0, aux éditions Kenes encore, de Catherine Girard-Audet et Véronique Lee. Et donc là, je vais vous montrer les illustrations, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment trop bien. C'est vraiment tout doux, c'est... Vraiment, j'ai trop aimé les illustrations. Et on est sur la vie de Léa qui, du coup, s'apprête à déménager. Et donc, on va la suivre dans cette petite tristesse de devoir abandonner meilleur ami et petit copain. Donc voilà, c'est vraiment très adolescent, très mignon, très cocooning. Je pense que vous connaissez les romans qui existent de Léa Olivier. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon comme histoire. Je vais acheter les autres tomes, ça c'est sûr. Et la dernière bande dessinée que j'ai lue, il s'agit de Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay et Pierre Lecrény aux éditions Kenes. Alors là, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jérémy et qui se réveille un matin et qui a littéralement perdu son visage.
Donc sa mère est complètement affolée, elle va dans la chambre et elle voit qu'il n'y a plus de visage. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va directement à la gendarmerie expliquer ce qui se passe. On a volé le visage de mon fils. Et le gendarme, il est en mode non mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Allez prendre des antidépresseurs et rentrer chez vous, madame. Et elle fait non mais c'est vrai, on a vraiment volé le visage de mon fils. Et elle va essayer de tout faire pour essayer de comprendre, de résoudre ce problème parce qu'elle peut pas laisser son fils comme ça. Et donc elle va demander à un prêtre, elle va demander à... Alors attendez, je ne sais plus à qui. Elle demande à beaucoup de personnes. Donc il y a le policier, le prêtre, et il y a quelqu'un d'autre, un médecin je crois. Et donc elle va demander à plein de personnes de l'aider et ces gens-là vont tous prendre la fuite à chaque fois. Ah, parce que personne n'est en capacité de l'aider et donc ils sont tous lâches et ils l'abandonnent, ils essayent pas de trouver avec elle. Et donc il y a une histoire un petit peu en dessous de cette histoire mais qui a un lien direct avec le fait que son visage a disparu. C'est que le père de Jérémy est parti à l'autre bout du monde aider des gens qui sont en pauvreté extrême et qui ont besoin d'aide. Et du coup, Jérémy, il se sent littéralement abandonné par son père. Et même à un moment, il dit mais en fait, il faut que je crève la faim pour que mon père vienne me voir. Parce qu'en fait, son père aide tellement de gens, il est tellement gentil, généreux, que Jérémy a l'impression que son père n'a plus assez de gentillesse et de générosité pour lui, puisqu'il a déjà tout donné. Et donc vraiment, cette histoire, elle a un aspect très profond, très beau et très touchant, que vraiment j'ai adoré. Donc c'est une petite bande dessinée que je vous conseille. Je l'ai lue en même temps, en même pas 1 heure, vraiment ça se lit très très vite. Il y a un petit aspect cauchemardesque dedans, avec des petits zombies et tout. Donc c'est une lecture que je vous conseille parce que c'est un peu enneigé. Enfin, c'est pas qu'un peu enneigé, ça se passe pendant l'hiver. Donc c'est une lecture que je vous conseille fin octobre, début novembre. Pour que ça fasse un peu Halloween, mais en même temps hiver. Voilà. Vraiment, j'ai très aimé cette bande dessinée. Et donc, là, le dernier livre que j'ai lu, parce que j'ai lu un dernier livre, il s'agit d'une réécriture de Cendrillon, que j'ai eu en partenariat avec les éditions Scrinéo. Oui, avec les éditions Scrinéo et de Nadia Coste, j'espère que ça se prononce comme ça. Et il s'agit de les 12 chaussures de Cendrillon, pardon. Et là, on est, alors, pas du tout sur une princesse, pas du tout sur une Cendrillon qui va attendre que le prince charmant vienne lui enrichir les poches. Alors, c'est pas du tout de ça que je pense, moi, du Cendrillon Disney. Pour moi, le Cendrillon de Disney, il est bien plus profond que ça. Il y a bien plus d'explications que ça, que les aspects féministes, enfin non féministes, du coup, que les féministes disent, écrits, alors qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, beaucoup plus de choses qui font que, quand moi je le regarde, je me dis, wow, qu'est-ce qu'elle est forte, Cendrillon. C'est une battante, Cendrillon, elle est courageuse. Donc voilà, fin de la petite. Donc dans ce livre, donc on est sur une réécriture de Cendrillon et donc c'est sa marraine la bonne fée qui a une machine à remonter le temps. Donc Cendrillon va se rendre une première fois au bal et elle va perdre sa chaussure et là elle va hésiter. Elle va se dire est-ce que j'ai réellement envie que le prince me retrouve. Donc elle va reprendre sa chaussure et elle va retourner voir sa marraine la bonne fée. Et elle va lui dire, si tu n'as pas envie de laisser ta chaussure, ne la laisse pas. Tout simplement, si tu veux apprendre à connaître le prince avant de l'épouser, viens, on remonte le temps 12 fois. T'as 12 paires de chaussures, on remonte le temps 12 fois. Et donc, elle va remonter le temps plusieurs fois, elle va découvrir, elle va essayer d'apprendre qui a la personnalité du prince, et elle va se rendre compte que certaines choses du prince, elle aime bien, certaines autres choses, elle n'aime pas du tout. Et en même temps, elle va se rendre compte que son meilleur ami d'enfance est un cuisinier dans le château et qu'il a des problèmes à résoudre. Et qu'elle, du coup, elle se dit est-ce que je préfère me marier avec un prince et avoir une bibliothèque extraordinaire ou est-ce que je préfère aider mon meilleur ami d'enfance. Donc voilà, au bout d'un moment, elle va utiliser les chaussures pour aider son ami. Et donc, on est vraiment sur une réécriture de Cendrillon qui n'est pas du tout. Enfin, c'est fidèle. Elle doit rentrer à minuit, elle a un carrosse. Mais c'est vraiment une écriture beaucoup plus moderne parce qu'il y a des moments où il y a des accents sur le féminisme, sur le consentement, sur le régime alimentaire.
Donc vraiment c'est très moderne. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 2h30 ce livre, je l'ai vraiment dévoré. Et ce que j'ai adoré, c'est les touches d'humour. Voilà, parce que l'auteur nous a sorti des chaussures, mais elle a utilisé le mot vert dans toutes les possibilités possibles. Toutes les écritures, toutes les phonétiques possibles, elle l'a utilisé pour faire des chaussures incroyables. Et j'ai trouvé ça à mourir de rire, c'était incroyable. Le sarcasme, les personnages, ils avaient des personnalités incroyables. Et vraiment, j'ai adoré ma lecture. C'est une écriture que j'ai adoré découvrir. Même si pour moi, Cendrillon, ça reste le Cendrillon de Perrault ou des frères Grimm. Ça dépend, des fois, j'aime bien les deux. Mais mon Cendrillon en moi, c'est celui de Disney et ça sera toujours la meilleure version pour moi. Mais vraiment, j'ai adoré mes lectures. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous avez envie de les lire, si vous avez un avis dessus ou si vous avez une explication sur certains livres que moi je n'avais pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous a donné envie de faire un challenge 24 heures de lecture. Parce que vraiment, en 24 heures de lecture, j'ai quand même lu 12-13 livres. 12 livres entiers, 13 livres avec la moitié d'un. Donc vraiment, j'étais, mais c'est incroyable parce qu'on peut lire en 24 heures. 12 livres en 24 heures, ça fait presque un livre toutes les 2 heures. C'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Gros bisous!